Bonjour et merci de me retrouver pour cette 4e saison du Cinéma est partout. Alors avant de commencer, un petit message de service. Vous avez peut-être remarqué à la fin de la saison passée que le rythme de diffusion des épisodes s'était un tout petit peu distendu. Et je compte bien continuer sur cette lancée pour cette 4e saison en ne diffusant plus qu'un épisode tous les 15 jours. La raison en est assez simple, c'est que nous sommes en train de réfléchir à de nouveaux formats et donc il nous faut un petit peu de temps pour pouvoir les écrire et les développer. J'espère que nous pourrons vous en parler assez rapidement. En attendant de pouvoir vous en dire plus, je vous laisse en compagnie d'Alain Delon pour ce premier épisode. Pour le petit monde éditorial, la mort d'Alain Delon avait tout d'une aubaine. Survenue en pleine torpeur du week-end du 15 août, après la frénésie des JO, elle nécessitait le minimum de travail pour couvrir le maximum de temps d'antenne et de volume d'articles. La nécro était prête depuis des lustres, il suffisait de relayer les tweets d'hommage, appeler 2-3 personnalités, dépoussiérer les archives et envoyer un pigiste devant la résidence de l'ex-star. Ce qui est intéressant avec les hommages de telles stars iconiques, c'est qu'elles peuvent aussi montrer en filigrane une sorte d'état d'esprit culturel du moment. Que ce soit à travers la pluie d'hommages des officiels français, les films repêchés pour les rétrospectives, mais aussi les docu-télé exhumés pour l'occasion, tout renvoie à une sorte de statuaire figé qui ne représente en gros qu'un tiers de la carrière de l'acteur. Bien sûr, l'exercice exige une certaine forme d'hagiographie, d'arrondir les angles, d'oublier les errements de carrière. Mais dans le cas d'Alain Delon, cela atteint un niveau qui frôle le révisionnisme. Dès les premières heures de la couverture de l'événement, seuls quelques films sont cités dans la filmographie de Delon. La piscine, Le Guépard, Le Samouraï, parfois Borsalino pour son duo rivalité avec Belmondo. Sur une chaîne d'infos en continu, un obscur biographe résume même carrément le sentiment assez confus qui se dégage. Selon lui, la carrière de Delon, c'est 16 ans, du début des années 60 à 1976, et 6 films à sauver. En dehors de cela, dit-il, Delon a fait du Delon. Bien, mais quel est ce Delon qu'Alain Delon aurait tenté toute sa vie de jouer, qu'il aurait traîné sur près de 90 films, une dizaine de projets télé et autant de rôles au théâtre? Quel est ce Delon qu'on a fini par moquer avec le temps et qu'on essaye aujourd'hui d'oublier? Ce Delon-là, c'est justement le contraire de ces fameux 6 films à sauver. C'est le Delon populaire, celui qui, dans les années 70 et le début des années 80, tire, aux côtés de Jean-Paul Belmondo, un cinéma français à la peine. À la base, Delon, c'est une pure création des années 60, portée principalement par 3 metteurs en scène, René Clément, Luchino Visconti et Jean-Pierre Melville. Melville meurt en 1973, Clément tourne son dernier film en 1975, et Visconti meurt l'année suivante, en 1976. En 3 ans, ses mentors ont disparu, ceux qui ont fait de lui une star presque intouchable. Delon entre alors dans la quarantaine, et depuis 1968, il a sa propre maison de production, et il décroche son premier énorme succès dès 1970 avec Borsalino. Au milieu des années 70, alors qu'il devient une star de films d'action, il produit tous ses films, qui continuent à engranger dans les 2 millions de spectateurs en France, mais font parfois de purs cartons à l'étranger. 50 millions de spectateurs en Russie pour Zorro, 25 millions pour 3 hommes à abattre. C'est cette période flic, où une partie de ces films ont systématiquement le mot flic dans le titre, qui font cette fameuse image Delon. Ces films frôlent parfois la vague de cinéma réactionnaire américain porté par Clint Eastwood dans L'Inspecteur Harry et Charles Bronson dans Death Wish. Il surjoue la virilité et assume dans la vraie vie ses convictions de droite. Dans cette période, il est donc le seul maître à bord. Il choisit ses films, ses scénaristes, réécrit les scénarios et dialogues et va même se mettre à réaliser. Bref, Delon ne s'embourbe pas dans un cinéma populaire bas du front. Il choisit sa carrière, forge son image, crée sa légende. Et cela, malgré ses propres dénégations. Nombreuses sont les interviews où il dit qu'il est enfermé dans une image, où il fait ce que le public attend de lui. Alors que c'est lui, et lui seul, qui est à la barre. Mieux, Delon se rend vite compte qu'au-delà de sa personne et de ses rôles, il est devenu une marque. Dès la fin des années 70, il fonde une société chargée de commercialiser des produits dérivés de luxe.
30 ans avant les sites de vente d'objets New Age de Gwyneth Paltrow, le jean de Ryan Reynolds ou les produits de beauté de Selena Gomez, Delon apportait son influence à des vêtements, du cognac, des parfums, etc. Ce ne sont en fait que ces tentatives de revenir à un cinéma d'auteur qui sont des échecs. De Godard, dont la goujaterie légendaire lui fait dire dans un dialogue « Qu'est-ce que tu fais ? Je fais pitié », à la fiction largement moquée de Bernard-Henri Lévy, le cinéma des années 90 et 2000 ne sait plus trop ce qu'il faut faire de cette icône encombrante. Et nous voilà donc, au moment de sa mort, à rayer des mémoires la grande majorité de la carrière d'un acteur. Pan de carrière où, qui plus est, il a été plus populaire que jamais. On a beau juger ses films trop populaires, trop grossiers ou trop de droite, il n'empêche, aux yeux d'une génération entière au moins, Alain Delon, c'était ça aussi. Or, rien de tout ça dans les hommages. Même les plus adroites des politiciens qui se bousculent au portillon pour rendre hommage à la moindre star qui meurt, n'ont pas cité un seul de ces films populaires. Même Marine Le Pen, dont le père était un ami intime de Delon et qui se targue d'être la représentante du peuple, n'a parlé que du samouraï et de la piscine. Inutile donc d'y voir encore une occurrence de l'épouvantail wokiste, c'est bien l'ensemble du récit médiatique qui décide de relayer la seule vision auteuriste de l'acteur. Cette étrange volonté d'effacer près de 60 films des mémoires parce qu'ils ne correspondent pas à l'image qu'on veut donner d'un homme pose quand même question. De quel droit, comme le jugeait le biographe du début de cette chronique, peut-on décréter qu'un corpus de films est indigne de notre mémoire collective ? Un acteur, surtout de la stature populaire de Delon, c'est aussi, et peut-être surtout, la marque qu'il laisse dans l'esprit du grand public. Certains films de cette période-là, comme 3 hommes à abattre, Mordin pourri ou encore Flick Story, sont très loin d'être honteux, et font autant, si pas plus, partie de l'image d'Alain Delon que son rôle de Tancrède ou de Jeff Costello. Delon n'est pas le seul dans ce cas. À sa mort, Belmondo a aussi été réduit à une création de Godard et de Verneuil, ne retrouvant que quelques fulgurances dans un océan de médiocrité populaire. Cette mainmise du mieux-disant culturel est peut-être purement française. Elle rejoue cette lutte qui devrait pourtant être archaïque, qui vise à arracher le cinéma à son substrat d'art populaire, d'en faire, lui aussi, un outil de distinction sociale, où il y a lieu de dicter ce qui est digne d'intérêt de ce qui ne l'est pas. Les hommages réguliers à des stars disparues sont des occasions d'asséner ces distinctions, quitte à tordre la réalité jusqu'à la rendre méconnaissable. Au bout du compte, et malgré tout, les films de Delon existent. Et ce sont eux qui garderont la mémoire de ce qu'a été l'acteur. À la prochaine fois.